Le 8 avril 1994, Gary Smith, un électricien, se rend au 171 Lake Washington Boulevard dans la ville de Seattle. Il a pour simple mission d'y installer un éclairage à détecteur de mouvement. Il monte donc vers la véranda et soudain, quelque chose lui semble étrange. Un corps est allongé par terre, avec un fusil et une lettre. Gary s'approche et tombe alors sur le corps de Kurt Cobain, sans vie. Le décès du leader de Nirvana, alors à l'apogée de sa gloire, va faire énormément de bruit. Entre recueillement des fans, hommage d'autres artistes et théorie du complot, c'est l'une des morts de célébrités qui a le plus marqué l'histoire de la musique. Mais cette mort a aussi créé, ou plutôt officialisé, une légende. La légende du Club des 27. Kurt est mort à l'âge de 27 ans, comme de nombreux autres musiciens célèbres. Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin ou encore Jim Morrison. Les médias et les fans font alors le rapprochement. Et si il existait une malédiction à 27 ans, qui ferait mourir les artistes au zénith de leur carrière? C'est de cette question qu'est née l'idée du Club des 27. À présent, c'est un mythe bien établi dans l'esprit du grand public et auquel de nombreux musiciens actuels font référence dans leurs chansons, comme Juice WRLD, Mac Miller et bien d'autres. Mais il se trouve que derrière cette légende se trouve quelque chose de bien plus sombre. Le Club des 27 semble refléter de nombreux problèmes auxquels fait face l'industrie musicale. Alors qu'est-ce que ce club réellement? Comment s'est-il ancré dans l'esprit du grand public et surtout quels problèmes soulève-t-il? C'est ce qu'on va voir maintenant. Celui que l'on considère comme le tout premier membre du Club des 27 se nomme Robert Johnson. La vie entière de ce musicien, classé 5e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2003, est entourée de mystères. C'est d'ailleurs en partie l'étrange histoire de sa vie qui fera naître les légendes autour du pacte avec le diable dans la musique, des rumeurs encore très répandues aujourd'hui dans l'industrie. Si la vie de Robert Johnson est mystérieuse, sa mort l'est tout autant. Pneumonie, empoisonnement par jalousie, syphilis, on ignore la réelle cause de sa mort. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle est survenue le 16 août 1938, alors qu'il avait 27 ans. À l'époque, évidemment, personne ne parle de malédiction. Il va en réalité falloir attendre 31 ans avant que cette mort ne refasse surface. Le 3 juillet 1969 va marquer le début de 3 années de malheur pour l'industrie musicale. Ce jour-là, Brian Jones, le fondateur du groupe Rolling Stone, décède. À ce moment-là, il est déjà en dehors de la formation musicale, son addiction à la drogue lui ayant valu de la quitter. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, Brian est retrouvé mort au fond de sa piscine. Son usage abusif de drogue et d'alcool a déjà profondément affaibli son corps. S'ajoute à cela le somnifère et les quelques verres consommés par Brian ce soir-là, et cela donne une mort qualifiée de mort par accident à l'âge de seulement 27 ans. Le 18 octobre 1970, c'est au tour du prodige de la guitare Jimi Hendrix de décéder. Celui qui a marqué l'histoire du rock avec ses solos improbables, sa célèbre reprise de l'hymne national américain au Woodstock de 69 est retrouvé mort dans son appartement de Londres, très probablement asphyxié dans son vomi à la suite d'une prise de médicaments et d'alcool. Moins d'un mois plus tard, c'est au tour de Janis Joplin, connue entre autres pour sa voix hors du commun. Elle décède d'une overdose d'héroïne, une addiction dont elle souffrait depuis longtemps. Ces 3 années infernales s'achèvent par le décès de Jim Morrison, chanteur de The Doors. Retrouvé mort dans sa baignoire dans un appartement du 4e arrondissement de Paris, il décède officiellement d'un arrêt cardiaque, bien que sa mort soit très liée à sa consommation excessive de drogue et d'alcool. L'industrie de la musique et les fans pleurent leurs idoles, tous décédés dans un très court laps de temps, tous à l'âge de 27 ans. Si l'idée d'un club pouvant unir tous ces artistes commence à germer, il faudra attendre 1994 et le décès de Kurt Cobain pour que le terme prenne son envol. The lead singer of Nirvana, one of the world's most popular rock bands, has been found dead at his home in Seattle. Police said Kurt Cobain had apparently shot himself and a suicide note was found nearby. Kurt Cobain, au sommet de son succès avec son groupe de grunge Nirvana, lutte depuis des années contre la dépression, contre son addiction à certaines drogues et contre de très envahissants maux d'estomac. Épuisé, il se suicide d'une balle dans la tête le 5 avril 1994. La mère de Kurt Cobain aura, à la suite de son décès, cette phrase étrange dans une interview pour le Daily World.
Maintenant, il est parti et a rejoint ce stupide club. Je lui ai dit de ne pas rejoindre ce stupide club. Un doute plane sur la réelle signification de cette phrase. Elle pouvait évoquer les morts récentes de musiciens de la scène de Seattle, dont Kurt était issu, ou encore les membres de sa famille, eux aussi morts par suicide. Mais pour le public et les médias, il n'y a pas de doute. Elle parle du Club des 27. La légende circulant jusqu'ici parmi de petites sphères de passionnés de musique se répand alors à l'échelle mondiale. Cette popularisation de l'idée du Club des 27 a été permise par deux choses. Internet, qui commençait tout juste à prendre son envol, et les médias, notamment les journaux à sensation, très présents à l'époque, et qui ne manquaient pas de relater encore et encore la mort de Kurt, ainsi que l'existence de ce fameux club. Le terme connaîtra encore un coup de projecteur quelques années plus tard, lorsqu'Amy Winehouse décédera en 2011. Il faut avouer cependant que les circonstances peuvent sembler troublantes. Bien en dehors de l'âge de leur mort, les musiciennes et musiciens décédés cochent tous plusieurs autres critères. Ils sont tous décédés au sommet de leur succès, alors que leur carrière se portait magnifiquement bien. Ils ont tous marqué profondément leur domaine respectif. Aujourd'hui encore, ils sont extrêmement respectés par le public et l'industrie. Ce sont de véritables légendes. Ensuite, ils souffraient tous psychologiquement et ou physiquement, et leur souffrance était plus ou moins médiatisée. Le cas extrême étant Amy Winehouse, dont les médias caricaturaient même son état de santé alors qu'elle était littéralement en train de mourir à petit feu sous leurs yeux. Et enfin, on en reparlera plus tard, mais les circonstances entourant toutes ces morts sont mystérieuses et ont amené à de nombreuses théories allant à l'encontre de la version officielle. Ajoutez à cela ce fameux critère très symbolique et parlant de l'âge, 27 ans, et vous obtenez le mythe du Club des 27. Et évidemment, comme tout mythe, il est faux. Tout ça c'est une légende, pas une réalité. Et le problème c'est les proportions qu'a pris cette légende et surtout le flou entre mythe et réalité. Le postulat derrière le Club des 27, c'est l'âge de 27 ans est dangereux pour les musiciens. C'est un âge maudit. Commençons déjà par expliquer très simplement pourquoi c'est faux. Ce postulat, il sous-entendrait que plus de musiciens décèdent à cet âge-ci. Du coup, pour vérifier ça, il y a des chercheurs qui ont fait une étude scientifique publiée en 2011 dans le British Medical Journal. Ils ont pris 1046 musiciens qui ont tous eu un album numéro 1 au Royaume-Uni entre 1956 et 2007. Et ils n'ont pas trouvé de pic à l'âge de 27 ans. Leur conclusion, c'est que non, il n'y a pas plus de risque de décès à l'âge de 27 ans qu'à l'âge de 26 ou de 28 ans. Pour compléter ça, il y a une autre recherche menée par Diana Theodora Kenny, professeure de psychologie et musique à l'université de Sydney, qui a mené une étude un peu plus large et qui a elle aussi prouvé qu'il n'y a pas un taux de mortalité plus élevé chez les musiciens à l'âge de 27 ans. Par contre, elle a bien trouvé un pic dans les morts de musiciens, à 56 ans. From Club des 27 to Club des 56. Dans la réalité, on peut prendre presque n'importe quel âge et en faire un club. Prenons par exemple l'âge juste avant, 26 ans. Dans les artistes musicaux décédés à cet âge, on trouve le rappeur Mac Miller, la légende du folk Nick Drake, Otis Redding ou encore Hillel Slovak, le premier guitariste des Red Hot Chili Peppers. Donc, ce n'est pas une particularité d'avoir plusieurs artistes célèbres qui décèdent à un même âge. Dans tous les cas, l'important à retenir, c'est que scientifiquement, on a des preuves que le postulat sur lequel repose le Club des 27 est faux. 27 ans n'est pas un âge maudit. Maintenant, il y a un truc vraiment intéressant, c'est comprendre pourquoi ce mythe séduit autant de gens. Qu'est-ce qui rend les gens si fascinés par ce club alors que, à la base, on parle quand même de gens morts? Déjà, évidemment, il y a l'amour des êtres humains pour les histoires, mais on peut aller encore plus loin. La première, on en a parlé juste avant, c'est la médiatisation de masse autour des décès des célébrités. C'est le genre d'actu qui faisait la une des journaux, télévisés mais surtout papier, et notamment des journaux People. Et en plus de ça, ces morts étaient clivantes. Il y a d'un côté la version officielle et de l'autre la version alternative. Pour chaque musicien du Club des 27, des théories allant à l'encontre de la cause officielle de la mort ont germé de toutes parts et surtout ont pris énormément d'importance. Par exemple, beaucoup soupçonnent que Brian Jones, officiellement mort dans sa piscine, ait été en réalité assassiné. Le coupable serait Frank Thorogood, un homme qui effectuait des travaux dans la maison du fondateur des Rolling Stones. L'acte aurait été motivé par un différend d'argent entre Jones et Thorogood. La théorie tient sur le fait que le constructeur est la dernière personne à avoir vu Jones vivant
et qu'il aurait soi-disant avoué son acte à un homme du nom de Tom Killock, l'ancien chauffeur du groupe. Killock est lui aussi accusé dans une autre théorie en tant qu'acteur principal du meurtre. Tous les autres artistes du Club des 27 sont victimes de théories du genre, mais la plus connue d'entre toutes est sûrement celle concernant Kurt Cobain, qui ne se serait pas suicidé mais aurait été assassiné. Dans la plupart des théories, c'est Courtney Love, sa femme, qui serait la commanditrice de ce meurtre. Je vous dis la vérité, d'accord? Pourquoi dire qu'il s'était enfermé? Parce que la porte était fermée à clé. Tout ça, ça alimente les discussions autour de la mort des artistes. Et ça, c'est le deuxième point. Les êtres humains ont un penchant pour tout ce qui est mystérieux, inexpliqué et aussi pour tout ce qui est macabre. Discuter de la mort, élaborer des théories morbides, c'est quelque chose qui attire les gens irrésistiblement. Ça explique par exemple pourquoi on ne peut pas détourner le regard lorsqu'on passe à côté d'un accident de voiture. C'est le même penchant qui explique notre attrait pour le true crime. Et c'est ce qui explique que l'on adore écouter les histoires de Liv, alors que fondamentalement, c'est horrible. Là, au domicile de Bernadette, ils peuvent soumettre Suzanne à tout type de torture. Suzanne va vraiment subir l'inimaginable. Scott Bonn, professeur de criminologie à l'université Drew, l'explique en disant que, en tant que source de divertissement de la culture populaire, le true crime nous permet d'éprouver de la peur et de l'horreur dans un environnement contrôlé où la menace est excitante mais pas réelle. En bref, on aime parler de ce genre de choses parce qu'on sait qu'actuellement, on est en sécurité. Et la troisième raison de la fascination autour de ce club, c'est la fascination non pas pour la mort, mais pour ce qui semble être brisé. Les êtres humains aiment voir le malheur et la souffrance des autres êtres humains. Ça se retrouve dans la musique, évidemment, avec des chansons évoquant les troubles des artistes et leurs pensées les plus sombres, mais aussi dans l'art en général. Par exemple, dans le théâtre, avec des pièces de Shakespeare, comme celle de Roméo et Juliette, mettant en scène des amants tourmentés qui connaissent une fin sinistre qu'ils se sont auto-infligés. C'est dans la nature de l'être humain d'être attiré par ce genre d'histoire, comme si la douleur des autres reflétait celle qu'on devrait espérer ne jamais traverser. Mais parfois, cette fascination pour le briser va justement trop loin. En 2014, Lana Del Rey donne une interview au Guardian dans laquelle elle déclare « J'aurais aimé être déjà morte ». Dans cette interview, elle fait part de son amour pour le Club des 27 et qualifie la mort de Kurt Cobain et d'Amy Winehouse de glamour. Ça lui a valu une réponse de la fille de Kurt Cobain qui lui a adressé un message sur Twitter. La mort de jeunes musiciens n'est pas quelque chose à romancer. Je ne connaîtrai jamais mon père parce qu'il est mort jeune. Cela devient un exploit souhaitable parce que des gens comme vous pensent que c'est cool. Eh bien, ça ne l'est pas. Embrassez la vie car vous n'avez qu'une seule vie. Et c'est là tout le point du Club des 27. Ce club a rendu comme cool la mort des artistes. D'une part, c'est à cause de la notion même de club. Un club suggère un rapprochement entre les membres et une exclusion du reste du monde. Seules certaines personnes peuvent donc entrer dans ce club. La condition, mourir, torturé à l'âge de 27 ans. On peut soupçonner ce club de donner une sorte d'envie malsaine à certains artistes de devenir des légendes en mourant à cet âge-ci. De manière plus large, donner un nom à ce club et véhiculer autour tout un mythe en faisant immédiatement passer les artistes morts au stade de légende, ça donne l'impression que mourir jeune et avoir un rythme de vie dit rock'n'roll, c'est stylé. Mourir jeune est presque une action glorifiée sur la scène musicale aujourd'hui. Et on peut se questionner de la pertinence de ce genre de mythe, surtout quand on voit encore aujourd'hui des artistes très jeunes mourir en reproduisant les mêmes schémas que leurs prédécesseurs. Tout ça c'est une chose, mais la mort n'est pas la seule à être glorifiée. De manière plus générale, le Club des 27 entretient encore l'image de l'artiste maudit. Dans l'imaginaire collectif, les auteurs, les peintres, les musiciens sont torturés par des démons qui leur permettraient de créer, de développer leur art. On a l'image de l'écrivain en pleine crise d'angoisse qui rature des pages pour tenter de coucher ses démons sur papier. On a l'image du peintre aux prises avec ses troubles schizophrènes qui peint sa plus belle œuvre dans la douleur. Et enfin, on a l'image du musicien aux tendances dépressives qui noie son chagrin dans la drogue et compose dans cet état ses plus belles œuvres. Le grand public considère généralement ces troubles comme la raison pour laquelle ils arrivent à produire de telles œuvres. Ce n'est plus un problème à résoudre puisque c'est la raison même de leur succès et de la profondeur de leur création. Et ce n'est pas que dans la musique, cette image se retrouve vraiment dans l'art de manière plus générale. Un bon exemple de ça,
c'est Van Gogh. Au fil des années, son histoire est devenue une sorte de mythe, de représentation de l'art. Un artiste aux tendances dépressives, profondément troublé, qui peignait ses œuvres dans la douleur. Le Club des 27 renforce cette image d'artiste maudit et donne l'impression au public et même aux artistes de l'industrie musicale que la douleur est nécessaire à la création d'œuvres magnifiques. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, c'est pas le cas. En vérité, penser que la dégradation de la santé mentale est favorable, voire nécessaire à la création artistique, c'est manquer profondément de connaissances sur ce que sont les troubles mentaux. Un artiste du Guardian, intitulé « La création musicale et le mythe du génie torturé », résume très bien l'idée. L'idée selon laquelle la maladie mentale est une force créatrice est, pour la plupart des personnes qui en souffrent, un mythe. Le manque chronique d'estime de soi causé par la maladie mentale, l'effet engourdissant des antidépresseurs et l'emprise de l'anxiété sur un artiste qui semble avoir la vie facile sont des obstacles qui peuvent empêcher un musicien de faire son travail. Pour m'appuyer de nouveau sur une étude scientifique, 3 chercheurs allemands ont démontré que globalement, les troubles sont néfastes pour la créativité. Il est évidemment très difficile de quantifier ce genre de choses parce que la créativité est difficilement mesurable et que les processus de création varient très fortement d'une personne à une autre. Il faut donc prendre ces résultats avec des pincettes, mais le constat de fond reste le même. Les troubles mentaux ne sont dans leur globalité pas des aides à la création, mais plutôt de sévères freins à celle-ci. Pour reprendre l'exemple de Van Gogh, la période la plus productive de sa carrière, durant laquelle il a peint 150 tableaux en un an, dont des œuvres comme le très célèbre Starry Night, c'est la période suivant un traitement de sa santé mentale. Pour prendre un exemple inverse, on peut penser à des artistes qui annulent carrément des tournées à cause de leurs troubles, comme Justin Bieber par exemple. Alors évidemment, nuançons encore un peu. L'art peut être utilisé comme un exutoire de sa propre souffrance, pour permettre aux artistes de s'échapper de leur réalité. Ce n'est pas une mauvaise chose de créer de l'art quand on souffre, ce n'est même pas le sujet. Ce qui est un peu plus dérangeant dans ce mythe de l'artiste torturé, c'est de penser que la souffrance est une condition nécessaire à la création. Glorifier la souffrance, c'est en quelque sorte déshumaniser les artistes et considérer que leurs troubles sont des conditions préalables à leur génie, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Tout ça, ce sont les choses négatives auxquelles ont contribué le Club des 27. Maintenant, son existence et sa popularité ont quand même amené un lot de positifs. Vous vous rappelez de l'étude publiée dans le British Medical Journal dans lequel l'auteur concluait qu'il n'y avait pas plus de risque de mort à 27 ans qu'à un autre âge de la vie ? Eh bien, j'ai menti. Non, pardon, je suis pas feldupe. En réalité, la conclusion de l'auteur était bien qu'il n'y avait pas de pic à 27 ans. Mais par contre, l'étude s'accompagnait d'une autre conclusion. En fait, la recherche démontre que le risque de décès pour les musiciens célèbres entre 20 et 30 ans est 2 à 3 fois plus élevé que celui de la population britannique en général. Cette étude, menée dans le cadre de la compréhension de ce qu'est le Club des 27, a mis en lumière un problème qui existe depuis longtemps au sein de l'industrie musicale. Les artistes sont plus susceptibles de mourir que les autres. Et en plus de ça, ils ont plus de troubles de santé mentale. Cette dernière info est démontrée notamment par une étude commandée en 2016 par Help Musician UK. Elle a été menée sur 2200 musiciens et 69% ont déclaré souffrir de dépression, soit 3 fois plus que le grand public britannique. Si vous avez besoin encore d'autres chiffres, une autre étude menée cette fois aux US montre le taux de suicide des musiciens pop par rapport à la population générale. Et ouais, je pense que la courbe parle d'elle-même. Toutes ces études permettent de mettre en lumière le vrai problème derrière le Club des 27 et derrière tous ces artistes qui meurent prématurément. La réalité, c'est juste que la santé mentale est mal comprise et mal traitée au sein de l'industrie. Précarité économique, rythme de vie décalé avec les sessions studio, les concerts, charges de travail indécentes, rôles multiples surtout au début, pression de se constituer une base de fans, puis de faire grossir cette base de fans, puis de garder cette base de fans. Bref, la vie des artistes musicaux est extrêmement complexe et entraîne ou aggrave parfois des troubles de santé mentale. L'idée de toutes ces études et de tous ces constats n'est pas de changer radicalement l'industrie de la musique. Artiste, c'est un métier difficile, c'est intrinsèque à la profession elle-même. Cependant, comme pour toutes les industries, il reste important de prendre soin des acteurs qui œuvrent pour elle et encore plus quand ils sont au cœur de cette même industrie. Et c'est là que ça devient plutôt encourageant. Grâce à toutes ces études menées entre autres dans le cadre du Club des 27,
27, on a mis des mots sur les problèmes. Et depuis quelques années, l'industrie commence à agir. Des associations pour la santé mentale ont vu le jour. Un label, Royal Mountain Records, a mis en place un fonds pour la santé mentale de ces artistes. La parole commence à se libérer avec des artistes comme Billie Eilish ou même Justin Bieber. Bref, lentement, l'industrie comprend l'importance de bien traiter ces artistes et même s'il reste énormément de chemin, il faut souligner ces avancées positives. J'espère sincèrement que le Club des 27 fermera ses portes et qu'on verra à l'avenir de moins en moins de jeunes prodiges disparaître tragiquement bien trop tôt. Parce qu'aussi intriguant ou fascinant que cela puisse paraître, c'est tout sauf glamour de mourir à 27 ans d'une balle dans la tête dans un état de tristesse absolue.